Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, je vous remercie de m'offrir l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur le projet de loi C-299. Je dois vous dire, Monsieur le Président, qu'en tant que membre du Comité de la justice et des droits de la personne, j'ai été à même de pouvoir travailler avec mes 11 autres collègues sur ce projet de loi et à pouvoir en voir les forces et les faiblesses. Et je ne vous cache pas, Monsieur le Président, que concernant mon collègue de Kootenay-Columbia, je comprends bien sa démarche et les intentions qu'il y a derrière ça. C'est quelque chose auquel je suis sensible et je ne doute absolument pas de sa volonté de vouloir améliorer les choses. Malheureusement, Monsieur le Président, le résultat, ce que nous avons devant nous, c'est un projet de loi qui risque de ne pas avoir la portée ni les effets recherchés par mon collègue. Je trouve ça vraiment dommage, mais écoutez, il y a deux raisons sur lesquelles je vais m'exprimer, sur lesquelles je vais me fonder pour qu'on s'oppose fermement à l'adoption de ce projet de loi. Deux raisons très, très solides. La première chose, Monsieur le Président, c'est que quand on parle des peines imposées généralement, quand on regarde dans la jurisprudence ce qu'il y a pu y avoir comme peine rendue en cours, ces peines dépassent largement le 5 ans minimum que propose ce projet de loi. Alors déjà, écoutez, le 5 ans minimum est pratiquement sans objet. Il est pratiquement impossible de retrouver des cas de peine qui puissent être inférieures à 5 ans. En général, quand on regarde, quand on remonte sur plusieurs années, les peines imposées pour des cas semblables varient, sont de l'ordre d'à peu près de 12 à 14 ans. C'est à peu près ce qu'on peut observer. C'est d'ailleurs ce qu'un de nos témoins, dans le cadre des travaux du comité, le juge à la retraite de la Cour suprême, l'honorable John C. Major, a pu nous confirmer. Et l'honorable juge, en plus de nous confirmer le fait qu'il n'y avait pas de peine pour ce genre de crime en bas de 10 ans qui avait été imposé, aussi loin qu'il avait pu remonter, ce qu'il avait pu examiner, mettait en doute l'intérêt de prendre en considération l'inscription d'une sentence minimale dans un article de loi. Je ne vous cache pas, Monsieur le Président, qu'évidemment, ce concept-là, cette voie-là, prête à débat. Puis ça, je suis parfaitement ouvert à ça. Ce n'est pas du tout un problème de pouvoir prendre en considération le fait que ça peut être utile de regarder à des peines minimales obligatoires sur certaines catégories de crimes. Malheureusement, mes collègues en face l'appliquent trop systématiquement, et ça sans pouvoir s'appuyer sur quoi que ce soit de l'expérience, des recherches qui ont pu être menées sur la matière, qui puissent étayer le fait qu'il y a un intérêt à inscrire dans la loi des peines minimales vis-à-vis de certaines catégories de crimes. Et vous savez, Monsieur le Président, on peut même parler d'un cas, je vais parler du cas Hervé Mills, qui date de 1998, où un juge en cour d'appel, ayant pris en considération la déclaration de culpabilité de l'accusé, a décidé d'atténuer la peine qui avait été imposée, mais a fait baisser la sentence de 13 ans à 11 ans, ce qui est largement plus que les 5 ans que propose C-299. Alors déjà, le motif d'inquiétude de mon collègue de Kootenay-Columbia finalement n'est pas du tout supporté. Le deuxième aspect, c'est le caractère dissuasif qui est défendu dans bien des projets de loi, modifiant, altérant même, j'oserais aller jusque-là, altérant le code criminel. Le caractère dissuasif, malheureusement, dans le cadre de nos travaux, n'a jamais été clairement démontré. Évidemment, je ne parle pas
de la croyance, qui est une chose. Je ne vous cache pas, Monsieur le Président, qu'il y avait des témoins qui croyaient fermement au caractère dissuasif d'une peine minimale obligatoire inscrite dans la loi, mais nos travaux dans le cadre du comité ont clairement démontré aussi, et c'était même supporté par M. Michel Surprenant, qui représentait le comité, attendez un peu, c'est le regroupement des familles de victimes d'actes criminels, qui parlant justement de l'aspect le plus outrageant, le plus scabreux des enlèvements d'enfants, c'est-à-dire ceux suivis d'une question d'agression sexuelle, disait que les prédateurs sexuels étaient insensibles, en fait, au raisonnement, étaient largement guidés, sinon exclusivement guidés par leurs instincts. Alors, la question qui se posait, qu'on inscrive dans le Code criminel ce genre d'article, il n'y a aucun prédateur sexuel qui va le prendre en considération puisqu'il n'aura jamais ça à l'esprit. C'est son instinct qui va le guider, si on se fait à M. Surprenant. C'est un peu simplifié à mon point de vue, mais dans le cadre de nos travaux, nous avons pu avoir souvent la confirmation d'experts que le criminel typique, peu importe la catégorie de crime, n'agit pas en considérant qu'il puisse être pris sur le fait. Il considère toujours qu'il peut commettre un crime en toute impunité sans jamais être attrapé. Alors, en partant, puisqu'il considère pouvoir échapper aux mailles du filet, quel est l'intérêt du caractère dissuasif d'inscrire ce genre d'article? Mais ajoutez à ça, Monsieur le Président, que malheureusement, dans le cadre de nos travaux, certains de mes collègues ont montré une certaine confusion quand ils ont cherché à soutenir ce genre d'argument. Je vais citer rapidement ma collègue de Delta Richmond East qui mettait en doute la valeur des études qui étaient menées aux États-Unis sur des peines minimales, écoutez, des peines minimales qui vont jusqu'à 20 ans. Quand elle a interrogé notre témoin, Maître Michael Spratt, Maître Spratt a dit clairement, écoutez, il n'y a aucune étude aux États-Unis qui démontre qu'une peine minimale de 20 ans a un caractère dissuasif. Alors, comment pouvoir considérer qu'une peine minimale de 5 ans puisse avoir cet effet? Ça n'a pas convaincu malheureusement ma collègue, mais écoutez, je la laisse avec son raisonnement, avec sa conscience aussi, parce que je ne veux surtout pas offrir à la population un faux sentiment de sécurité. La confusion régnait aussi dans mon collègue de Brampton-West qui, parlant de dissuasion, confondait ça avec l'entrave que représente l'incarcération. Et là, encore là, avec un de nos témoins, le député de Brampton-West a cherché, en l'interrompant très, très souvent, à dire écoutez, l'incarcération, c'est de la dissuasion. Non, non, du tout. Il est mis hors d'état de nuire. Mais une fois sorti ou avant d'être incarcéré, il n'y avait aucun facteur de dissuasion qui était lié à ça. Alors, c'est assez malheureux, Monsieur le Président, de voir que, dans le cadre d'une étude aussi sérieuse qui va avoir comme conséquence d'amener un faux sentiment de sécurité dans la population, à mon point de vue, qu'on puisse aller plus loin avec ce projet de loi. Alors, j'en appelle à mes collègues de la Chambre de bien considérer ce possible dérapage, en fait, ces éventuels effets très néfastes et de rejeter le projet de loi C-299. Le problème n'est pas dans le code criminel, plutôt dans les moyens que nous mettons en œuvre en société. Je vous remercie, Monsieur le Président.